Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de Smart Traveler. Je suis Alban de Smart Traveler et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un sujet qui vous passionne. Alors bonjour à tous, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, à nous dire d'où vous venez peut-être et surtout pour quand est prévu votre projet d'installation à l'île Maurice. Peut-être y êtes-vous déjà, peut-être que c'est prévu pour cet été, pour l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et puis tout au long de ce webinaire à poser vos questions. On va attendre quelques secondes encore que les derniers se connectent. Bonjour Serge. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Bonjour Stéphanie, on voit beaucoup de personnes qu'on connaît déjà, qui connaissent déjà Smart Traveler. Bonjour à tous de Montpellier, Evelyne. Eh bien, bonjour de l'île Maurice, Evelyne. Bonjour à Chris qui est à Strasbourg. Bonjour à Émilie qui est de Corse, donc qui vient d'une autre île, elle aussi. Bonjour à Laurence, pardon. Bonjour à Camille, bonjour à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ceux qui sont encore en train de nous rejoindre, je vous invite à vous présenter dans le chat, à nous dire d'où vous venez, comment vous avez entendu parler de nous éventuellement, et surtout pour quand est prévu votre projet d'expatriation. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à Arnaud qui est venu en voyage de repérage la semaine dernière à l'île Maurice et qu'on a rencontré. Bonjour à Denis d'Alsace. Bonjour à Anne-Claire de Corse. Bonjour à Vincent. Voilà, et bien écoutez, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire de Smart Traveler sur le sujet de l'immobilier. Bonjour Benoît de Suisse. Bonjour à tous, bonjour à Gaëlle qui vient de Lorraine. Eh bien très bien, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, je suis Alban de Smart Traveler. J'ai la joie aujourd'hui de vous accueillir pour notre nouveau webinaire. C'est notre 9e webinaire. Vous étiez énormément d'inscrits à ce nouveau webinaire sur l'immobilier à Maurice, où j'ai la joie de recevoir Robin. Pour mémoire, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Smart Traveler, on est l'agence d'accompagnement à l'expatriation à l'île Maurice. On accompagne tous vos types de projets, du début vraiment du voyage de repérage à l'obtention de vos permis visa, jusqu'à la recherche de logement, on va en parler aujourd'hui, et également sur tout ce qui a trait à votre intégration sur place, tout ce qui a trait à votre installation. Voilà, donc on accompagne depuis plus de 8 ans désormais, et vous êtes nombreux déjà présents à ce webinaire qui ont déjà été accompagnés ou qui nous connaissent déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous aurez toutes les informations en fin de ce webinaire pour prendre contact avec nous. Je rappelle juste les informations quant à ce webinaire. Donc, nous allons échanger tout de suite avec Robin, que je vais essayer de se présenter dans quelques instants. Il y a un certain nombre de questions qui ont été préparées sur le sujet de l'immobilier. À la fin, nous aurons un échange. Je vous invite donc à poser toutes vos questions au fur et à mesure de ce webinaire dans le chat. J'en sélectionnerai quelques-unes, soit courant du webinaire, soit à la fin au moment des questions-réponses. Et puis, je vous invite bien évidemment à rester jusqu'au bout. Nous avons une petite surprise pour vous, réalisée par Robin. Voilà, et bien écoutez, nous allons pouvoir commencer. Robin, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu qui tu es et te présenter? Ravi aussi, merci Alban, merci de me recevoir. Bonjour à tous, je vois que vous êtes nombreux, donc ça fait plaisir à être à l'écoute de ce webinaire et que vous venez d'un petit peu partout. Donc c'est génial, j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble où on va parler d'immobilier. Alors pour me présenter un petit peu, du coup, moi je suis dans l'immobilier depuis maintenant bientôt 10 ans. Avant d'être à Maurice et d'être expatrié moi-même à Maurice, j'étais directeur commercial chez un constructeur de maisons individuelles dans le sud-ouest. Donc voilà, plutôt dans le domaine de la construction. Et donc aujourd'hui, je suis expert immobilier chez Smart Traveler. On peut appeler ça aussi chasseur immobilier, puisque c'est une bonne partie de mon activité, c'est d'aller chercher des biens. On pourrait parler de consultant immobilier aussi, parce que je fais pas mal de conseils. Donc, j'accompagne en fait tous les étrangers qui le souhaitent à venir s'installer à Maurice, à louer ou acheter un bien ici. Moi, je suis pas agent immobilier, donc mon rôle, c'est d'amener vraiment un regard neutre sur le projet immobilier. Donc, je n'ai pas de mandat sur des biens et je travaille main dans la main
avec les professionnels de l'immobilier sur place. Donc voilà, concrètement, je conseille, je prospecte, je visite beaucoup de biens, je fais beaucoup de vidéos, je filme justement pour pouvoir accompagner mes clients qui sont à distance. Je fais des comptes rendus, je négocie quand c'est possible, que ce soit pour le prix ou pour des conditions diverses. Et je fais tout ce que je peux pour faciliter votre arrivée. Donc j'ai aussi des missions qui se rapprochent un petit peu de la conciergerie. Très bien. Bah, écoute, un grand merci, Robin, pour cette introduction. C'était une demande qu'on avait depuis longtemps de la part de notre communauté et de nos clients, de pouvoir intégrer un accompagnement immobilier. C'était pas notre cœur de métier. Donc, on s'est dit, on va vraiment travailler avec quelqu'un dont c'est le cœur de métier. Et comme tu l'as très bien dit, Robin est vraiment au service des clients Smart Traveler pour trouver le bien qui leur correspond. C'est vraiment notre tiers de confiance dessus et on est ravis de t'avoir et de te recevoir aujourd'hui pour répondre à l'ensemble des questions que se posent les expatriés lorsqu'il s'agit de louer ou d'investir ou d'acheter à l'île Maurice. Alors, peux-tu nous parler, toi, Robin, de ta propre expérience d'expatrié à l'île Maurice par rapport à ton installation et ton expérience immobilière sur notre île? Bien sûr, ça avait pas très bien démarré. Ça avait pas très bien démarré. La partie, en tout cas immobilière, a été un petit peu chaotique. Je suis arrivé en famille, moi avec mes deux enfants, et on a fait confiance aux mauvaises personnes. Et donc on s'est retrouvé dans une maison qui était dans un lotissement fantôme. En fait, un peu malheureusement les conséquences aussi du Covid. On s'est retrouvé dans une résidence où il y avait 3 maisons sur 12 qui étaient habitées. Le programme avait été complètement abandonné pendant le Covid et 3 propriétaires avaient un peu fini les maisons comme ils pouvaient. Donc ça, on s'y attendait vraiment pas à se retrouver dans cet environnement-là. La maison, elle était dangereuse surtout, ce qui nous avait vraiment posé problème, parce que j'ai des enfants en bas âge. Donc on avait des garde-corps qui protégeaient pas aux étages. On avait un trou dans l'escalier de la terrasse au niveau de la piscine, donc qui était super dangereux. Donc il y avait plein de choses comme ça. Il y avait plein de choses qui marchaient pas. Les chasses d'eau, les lumières, à peu près tout ce qui devait fonctionner. C'était très sale. Donc on s'est pris vraiment une grosse douche froide en fait en arrivant, parce qu'on avait fait confiance à des personnes auxquelles on pensait pouvoir faire confiance. Euh, on a décidé alors on est arrivé 1 heure avant la tombée de la nuit, après l'avion. On a décidé de partir à l'hôtel avec nos 10 valises et nos deux enfants. Donc là, le moment était un peu difficile. Et puis finalement, on a décidé, on a un peu hésité, puisqu'on avait signé un bail d'1 an. Puis on a décidé de dénoncer le bail auprès de l'agence. Ça a été encore un peu une bataille, parce que on a perdu nos frais d'agence et on a perdu notre caution. On a eu des propriétaires même qui nous menaçaient de procès pour récupérer enfin pour qu'on paye le loyer pendant 1 an, ce qui était sur le bail. Bon voilà, finalement ça s'est réglé uniquement sur le fait qu'on ait perdu un petit peu d'argent. Finalement, ça a été vraiment un mal pour un bien, puisqu'en fait, j'ai rapidement eu des témoignages. Alors, je pense que nous, on a eu un peu le gros lot, mais j'ai eu beaucoup de témoignages en fait dans les semaines qu'on suivit d'expats, et beaucoup avaient des déceptions sur l'immobilier. Il y avait toujours quelque chose qui laissait un petit goût amer par rapport à ce qui était prévu ou envisagé ou compris. Et c'est ce qui m'a permis de me dire, bah tiens, voilà, moi je cherchais à travailler dans l'immobilier ici, et puis ça m'a permis de me dire qu'il y avait sûrement une demande et une problématique qu'on pouvait résoudre, et de là est né mon partenariat avec Smart Traveler. Donc je suis très content. Je remercie presque les gens qui m'ont mis dans la panade au début. Mais voilà, c'est vrai que ça se finit. Alors ça commence pas toujours aussi mal, hein, évidemment. Et quand ça commence mal, malgré tout, ça se finit pas toujours aussi bien. J'avais rencontré des voisins qui eux avaient acheté, qui étaient retraités français. Bon là, pour le coup, l'histoire, ils sont dans une situation qui est un peu compliquée. Donc voilà, il y a évidemment aussi des gens pour qui ça se passe très bien, mais dans mon cas, ça a été un peu délicat au début.
Bah, écoute, merci de cette expérience parce qu'en fait, elle fait écho, comme tu dis, alors c'est pas la majorité, mais quand même un nombre conséquent, ce qui est un peu le risque quand on fait un choix à distance. Et tu l'as très bien dit, c'est la question de à qui fait-on confiance pour trouver le lieu où on va vivre, le lieu dans lequel on va investir. Et ça, c'est vraiment un sujet phare du sujet immobilier, surtout, surtout quand on arrive avec femme, enfant et que c'est une nouvelle vie qu'on démarre. Donc merci de soulever ce point. Alors, aujourd'hui, tu dis que tu es très heureux, tu as d'ailleurs trouvé ton logement et tu es en partenariat avec Smart Traveler. Tu as longtemps étudié le sujet de l'immobilier ici sur place à Maurice, tu connais bien tous les coins et tout ce qu'il y a à savoir dessus. Comment évolue le marché immobilier mauricien en 2025? Quelles sont les grandes tendances à connaître pour ceux qui souhaitent investir ou s'y installer? Il évolue un peu en suivant l'économie déjà mauricienne. Il y a une grosse inflation des prix de l'immobilier, parce qu'on est sur un marché qui est un peu boosté et sous perfusion des investissements étrangers, parce que tout est fait euh, pour inciter aux investissements étrangers. Donc, il y a une économie qui est stable, il y a des politiques qui sont favorables aux investissements étrangers, il y a un environnement fiscal qui est particulièrement favorable aux investissements étrangers. Et donc tout ça, ça porte le marché et ça continue à le dynamiser. Il y a eu en 2023 un record des ventes à Maurice. J'ai pas trouvé d'infos encore. Il est peut-être encore un peu tôt sur 2024. C'est possible que 2024 ait battu le record de 2023. Et ça montre que bien que voilà, la reprise d'après Covid, elle a été faite à 100%. Pour donner une petite idée du marché, la transaction moyenne à Maurice, elle est aux alentours des 600 000 euros. Et alors, elle est peut-être moins pertinente, cette statistique, que ça donne une petite idée. Le prix au mètre carré moyen à Maurice, il est plus élevé qu'en France. Alors, le territoire est plus grand et du coup, il y a plus grosse disparité encore en France qu'ici sur les prix au mètre carré. Ça donne une petite idée du marché. On a parfois l'impression que le marché, de par le PIB par habitant, va être bien moins élevé qu'en France, mais non, c'est pas le cas. Il y a un marché qui est super dynamique, avec des prix qui sont plutôt élevés. Les indicateurs laissent à penser que ça va continuer plutôt, parce que les politiques, elles sont toujours plus incitatives elles favorisent de plus en plus l'achat des étrangers. Les infrastructures sont en développement. Euh, je pense que le pays a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 5 ou 10 ans. Donc, c'est le cercle vertueux. Comme le pays, les infrastructures sont mieux développées, ça incite encore plus les étrangers à vouloir venir investir à Maurice. Et si je dois te donner la tendance, c'est que malgré tout, on part plutôt sur l'offre qui arrive là, qui va arriver sur le marché, plutôt une offre haut de gamme, voire luxe. Il n'y a pas que ça, mais on sent qu'il y a une vraie volonté quand même. Le foncier est limité, comme on est sur une île. Donc l'objectif quand même politique, c'est plutôt d'être sur un marché assez haut de gamme, voire luxe à certains endroits. Donc il y a pas mal de constructions, l'offre augmente, mais pour l'instant la demande augmente toujours plus vite que là. Oui, bah, effectivement, merci de ces détails. Alors, pour résumer, hein, ce que tu dis, c'est que c'est un marché qui est très dynamique. C'est un marché où il faut quand même un certain budget. Tu l'as dit, un panier moyen 600 000 euros à Maurice. On a parfois des appels de personnes qui cherchent à investir aux alentours de 125 000, 150 000 euros. Très compliqué, à moins d'être sur des très petites Mm. unités. Même comme vous le savez peut-être, il y a des questions de permis qui ont trait à l'achat immobilier qui demandent un investissement minimum de 375 000 dollars dans un bien. Là aussi, attention, on entend plutôt parler de biens aux alentours de 500 000 dollars. Il peut y avoir des biens dans cette gamme-là, mais on est quand même sur un minimum pour avoir pour avoir aussi une haute qualité hein, de biens. Tu me dis, hein, Robin, si je me trompe, mais on est plutôt aux alentours des tarifs à 500 000 dollars sur le marché ici à Maurice. Ouais, ça dépend vraiment du type de bien. Ce qui est sûr, c'est que dans les programmes accessibles aux étrangers, bizarrement, on arrive très vite aux 375 000 dollars. Évidemment, le marché, il est boosté par ça. Euh, si on cherche pas forcément à être collé au centre, au cœur économique, Grand B, Guatemala, etc., sans forcément se retrouver non plus
tout seul isolé, on peut trouver des plus petits programmes à des prix qui peuvent s'en rapprocher. Plus abordable. Mais, mais effectivement, c'est pas forcément si simple que ça. On trouve quand même des appartements, hein, même en dessous, Ouais. même nettement en dessous des 375 000 dollars. Mais on n'a pas le sésame du permis de résidence, si c'est ça l'objectif qui est visé en tout cas. Ouais. Ça, on voit beaucoup de Français parfois qui arrivent à Maurice et qui disent: «Mais ça les vaut pas, cette somme-là». Mais en fait, la réalité, c'est que, ben, c'est la loi du marché. Le marché, comme tu C'est un dis, offre marché, et ouais. demande. Ouais, vas-y, pardon. Non, non, mais oui, oui, on dit la Ouais, même chose. C'est un marché, donc ça les vaut tant qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix-là. ouais, exactement. Exactement. Et étant donné qu'il y en a de plus en plus, si tu veux, en plus, c'est même pas. Ce qui peut donner ce sentiment-là à certains, c'est qu'effectivement, à Maurice, il y a deux marchés. Il y a un marché local, qui est le marché des Mauriciens. On est étranger et on n'a pas accès à ce marché-là. Et il y a un marché qui est le marché pour les étrangers. Euh, on achète plus cher en tant qu'étranger, mais en même temps, on achète sur un marché qui garde une très grosse cote et qui est boosté par les politiques, donc qui va en plus potentiellement, on en reparlera sûrement, mais proposer des très bonnes rentabilités ou des très bonnes plus-values. Mmh. Ouais, très bien, ouais, très clair. Je vous invite, ceux qui continuent de nous rejoindre, à ne pas hésiter à vous présenter dans le chat, à nous dire quand est-ce qu'est prévu votre projet d'installation à Maurice ou d'investissement et à poser toutes vos questions. D'ailleurs, à ce titre, Robin, j'ai une question là tout de suite, une question d'Aurélie qui nous dit: «Quand tu parles de petits programmes au budget plus petit, est-ce qu'on peut quand même trouver une petite maison ou on s'arrêtera aux appartements?» Est-ce que tu as, une info dessus? Alors, en dessous de 360, bah, encore une fois, ça dépend beaucoup du secteur. Euh, si tu veux rester dans des secteurs très demandés par les expatriés, où tu vas retrouver des centres d'intérêt, des centres économiques, etc., qui favorisent la facilité à s'expatrier. Euh, maison en dessous de 375 000 dollars, ça va être difficile sur ce marché-là. Donc en dessous, tu vas en règle générale avoir des appartements. Encore une fois, ça dépend du secteur et des compromis qu'on est prêt à faire. Si on s'éloigne dans des zones un petit peu plus reculées, on peut trouver. Il y a moins d'offres aussi, parce que forcément, vu qu'il y a moins de gens qui s'expatrient, bah, il y a moins de programmes accessibles aux étrangers. Difficile de donner une réponse à Aurélie très précise, mais globalement difficile. Ouais. Ouais, ouais. Effectivement. Alors, question suivante, Robin. Quels sont les secteurs les plus attractifs pour l'achat ou la location à Maurice? Ce qui revient aux questions qui sont en train de poser en chat sur où acheter, où investir, où louer. Ouais, c'est la question peut-être qui revient le plus. Encore une fois, je vais pas donner une réponse binaire. Ça dépend beaucoup de l'objectif qui est derrière l'achat ou la location, parce que le problème du secteur, il va se poser dans les deux cas. Mmh. Il y a quand même deux centres, deux hubs d'expatriation importants à Maurice, c'est le nord et l'ouest. Le nord, ça va se concentrer vraiment autour du cœur économique qui est Grand B et puis autour des écoles internationales, parce qu'évidemment, ça crée beaucoup de demandes autour des écoles. C'est une zone qui est très dynamique et on retrouve un marché qui est très éclaté. Donc, on trouve tout type de biens au nord, à quasiment tous les prix. Et du coup, à quasiment tous les prix, on peut retrouver un truc naze, complètement nul, et au même prix, on peut trouver un truc super. Le Mmh. marché est vraiment très, très, très éclaté. L'Ouest, c'est un petit peu différent. L'Ouest, ça c'est un petit peu plus spécialisé sur un marché un peu plus haut de gamme, surtout autour de Tamarin. Là aussi, on a des écoles internationales, notamment, voilà, ça s'est beaucoup développé autour de Tamarin, Rivière-Noire. Euh, il y a quelques biens plus accessibles, mais il y a quand même un gros marché de la villa très haut de gamme. Tamarin, c'est petit. Là où on peut construire souvent, c'est sur la montagne de la Tourelle. Donc, on construit à flanc de montagne. Donc, déjà, les coûts de construction sont élevés. Donc, ça a favorisé un petit peu le marché du haut de gamme. Donc, il y a peut-être aussi un petit peu moins de pièges parce que la gamme de produits fait que ça limite un petit peu le risque. Euh, L'Est et le Sud,
là, c'est vraiment des marchés très spécifiques. Il y a très peu d'expatriés qui viennent s'installer dans l'ouest et le sud parce que ça reste très sauvage. Si Dans on l'Est, connaît ouais. pas très bien Maurice, ouais, si on Mm. connaît pas déjà très bien Maurice, c'est que ça peut être compliqué de s'expatrier là-bas. Par contre, il y a un marché du très haut de gamme, voire du luxe, qui est rarement pour de l'achat de résidence principale. Ça va être les résidences les plus luxueuses, elles sont dans le sud et dans l'est en partie aussi. Ça va être plus pour de la résidence secondaire, voire du locatif, ou des gens qui voilà, veulent se créer du patrimoine avec un potentiel de grosse plus-value, mais pas forcément pour y résider. Mm. Ouais. Effectivement, donc bah, écoute, c'est très clair. Donc effectivement, les lieux les plus prisés, par les expatriés en tout cas, hein, c'est vraiment le nord et l'ouest avec moins le sud. Le sud-est, parfois quelques retraités, hein, mais vraiment, moins, c'est vrai. C'est peut-être sous-coté, mais je peux comprendre parce que toutes les facilités, comme tu le dis, sont vraiment dans les zones que tu as citées. J'ai quelques questions, auxquelles je te propose que tu puisses répondre dès maintenant. On a une question de David qui dit: «Bonjour, si on est déjà propriétaire d'un bien dans un programme pour les étrangers, peut-on investir sur le marché local?» Euh, alors, il y a une loi qui est passée en 2024 qui met un petit peu la confusion dans ce qui est possible ou pas, qui théoriquement donne la possibilité d'un achat sur le marché local à condition qu'on ait déjà un permis de résidence. Et pour l'achat d'une résidence principale, il y a d'autres critères. Il faut que ce soit supérieur à 500 000 dollars. Il y a un droit d'enregistrement supplémentaire qui est de 10%. Euh, dans les faits, on voit encore très très peu d'applications de ça. Euh, Moi, je déconseillerais pour l'instant à quelqu'un qui connaît pas très D'envisager. bien Maurice d'envisager ce type d'achat, même si bah, malheureusement, ce qui crée la confusion, c'est qu'il y a un certain nombre de professionnels de l'immobilier qui peuvent avoir un peu les crocs parfois et qui vont dire mais oui, c'est possible, on peut créer un montage, on peut faire ci, on peut faire ça. La réalité, c'est que il faut très bien connaître Maurice, il faut savoir exactement ce qu'on achète. Le marché local, c'est très particulier. Il y a des risques importants. Et surtout, la revente, on va imposer un prix d'achat plus important. Il y a des taxes supplémentaires qui sont imposées dans l'enregistrement. Et en même temps, si vous avez eu du mal à l'acheter, vous aurez du mal à le revendre à un étranger. Mmh. Donc, vous allez acheter des biens qui sont très chers sur un marché local qui est un micro-marché, du coup. Ça peut prendre des mois et des années. Je déconseille il y a vraiment possibilité de faire des superbes acquisitions, quel que soit le projet. Résidence principale, investissement pur dans les programmes réservés aux étrangers. La loi, elle est passée l'année dernière, le gouvernement a changé, on n'a vraiment pas de recul là-dessus. Mmh. Pour moi, c'est clairement à proscrire pour l'instant, c'est trop tôt. Ouais, non, définitivement. J'ai une question de Lukash qui nous demande: «Est-ce qu'on peut trouver un terrain constructible où on peut construire à nos goûts lorsqu'on est étranger?» Oui, dans les programmes immobiliers, il y a notamment dans les smart cities, on va retrouver des terrains à bâtir, dans les programmes réservés aux étrangers. En règle générale, les promoteurs vont donner le choix entre plusieurs types de villas, plusieurs plans, et avec des possibilités de personnalisation plus ou moins importantes en fonction du promoteur et puis on va dire de la gamme du projet. Donc c'est possible. Mmh. J'apporte juste aussi un détail supplémentaire dessus. Dans certains endroits, vous pouvez acheter un terrain, donc dans des programmes réservés aux étrangers, vous pouvez acheter un terrain sur lequel vous pouvez construire. Parfois, il est demandé à ce que vous ayez un permis de résidence en amont pour pouvoir acheter ce type de terrain. Donc ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Ça veut dire qu'il faut déjà être résident à Maurice, soit sous un visa retraité, soit sous tout autre type de permis. Là-dessus, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, bien évidemment, à prendre contact avec nous pour éclairer tout ça. On a une question de Nadine qui nous demande si nous désirons d'abord louer et éventuellement acheter par la suite. Est-ce possible? Ouais, c'est même recommandé. Encore une fois, ça dépend du projet. Euh, je vais avoir des clients dont le projet, c'est d'obtenir le permis de résidence. Il y a une question de fiscalité parfois derrière qui fait que il y a un intérêt à ce que
ça aille assez vite et d'investir assez vite à Maurice et on passe tout de suite sur un achat immobilier. Si dans tous les autres cas, je conseille de venir d'abord louer, s'installer, trouver un endroit, comprendre un petit peu le marché. C'est la solution idéale quand on peut le faire, qu'on a le temps de le faire. Encore une fois, ça dépend du projet aussi, euh, et notamment ce fameux permis de résidence. Il y a pas mal de retraités, par exemple, qui achètent. Alors, c'est pas forcément un cas qui est réservé aux retraités, mais il y en a beaucoup qui font ça. Les retraités, ils ont une certaine facilité à obtenir un visa quand même ici. Donc, ils achètent parfois des apparts en dessous des fameux 375 000. Et finalement, ils ciblent pas le permis de résidence dans leur Ouais. investissement. Mm. Donc, oui, Nadine, c'est plutôt une bonne idée. Je rappelle que pour le visa retraité, ça concerne pas que les retraités, c'est toute personne de plus de 50 ans. Là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, avec l'équipe. Alors, donc je vais garder, il y a un certain nombre de questions qui concernent encore l'investissement et l'achat. Je propose qu'on avance un petit peu. Comment fonctionne le marché locatif à Maurice, Robin? Quels sont les prix moyens et les conditions à anticiper? Alors, le marché locatif, il fonctionne beaucoup déjà avec les agences immobilières, évidemment. Elles sont assez incontournables. Les biens qui seront proposés aux étrangers, souvent ils sont plus ou moins conçus pour être proposés aux étrangers. Donc les propriétaires vont pas s'amuser à aller vous chercher. Hein. Ils vont passer par des agences et même sur le marché local, ils sont beaucoup utilisés. Ce qui est plutôt une bonne chose. Je déconseille vivement de chercher à éviter les agences immobilières. Euh, le, le, les frais d'agence sont d'un mois, l'équivalent d'un mois de loyer plus 15% de TVA. C'est aussi le prix d'une sécurité parce que l'agence immobilière, si c'est une agence sérieuse, elle va avoir la mission de rédaction du bail et une agence sérieuse, elle va rédiger le bail pour que les intérêts des deux parties soient préservés. Donc ça permet d'encadrer quand même la location, et donc c'est une très bonne chose. Il y a il y a trois sous-marchés dans la location, on va dire presque deux et demi. Il y a la location long terme, qui est vraiment ciblée pour les expatriés. Il y a la location saisonnière, évidemment, il y a une possibilité de rentabilité importante avec le tourisme. Il y a un tout petit marché du moyen terme, mais il y a très peu de biens en général. Un propriétaire, il va soit chercher à rentabiliser à fond avec du court terme, du saisonnier, soit il va chercher une rentabilité tout en ayant un confort d'un loyer qui tombe tous les mois et il va louer en long terme. Le long terme, c'est un bail d'un an. Tout est négociable. On peut négocier 2 ans et puis négocier le prix. Ça reste, c'est réglementé, mais avec une certaine flexibilité. Mais en règle générale, c'est un bail d'un an qui est renouvelable. Donc, on repart à chaque fois sur un an avec un préavis qui est de 3 mois et on peut résilier le bail à chaque date d'anniversaire. Donc, il faut déposer son préavis avant le neuvième mois si à la fin de la première année, on veut résilier le bail. En règle générale, il y a 1 à 2 mois de caution. Alors, c'est au propriétaire, ça va dépendre un petit peu des cas. 1 mois de frais d'agence, je l'ai dit, plus 15% de TVA. Et le premier loyer à payer en avance. Ça, c'est un petit peu les frais qu'il faut anticiper un petit peu au début. Ouais, bah écoute, merci beaucoup Robin. Je pense que ça répond à votre question, Tristan. Donc c'était la question sur quelles sont les garanties demandées, quelles agences à contacter. Ça, bien évidemment, prenez rendez-vous avec Robin pour parler de tout ça, parce que lui va chercher le bien qui vous correspond. Donc voilà. Exactement. Alors, les garanties demandées, pour la petite parenthèse, ça va être des Oui, oui. garanties de revenus qui vont être demandées par le propriétaire et par l'agence immobilière. C'est assez Mm. variable. Il n'y a pas trop de règles. Parfois, il va vous être demandé simplement d'expliquer un petit peu quel est votre profil, etc. Pour justifier auprès du propriétaire. Puis certaines agences propriétaires vont vous demander des justificatifs plus concrets. Mm. Il y a une autre question de Christine. Est-ce que vous pouvez proposer des locations pour 2 à 3 mois pour déjà venir prospecter? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce une bonne solution? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, Robin? Ouais, bien sûr. Moyen J'ai terme. le cas, il y a, je ne sais pas s'ils nous suivent, c'est le cas, je leur passe le bonjour. On vient de valider une location avec des clients pour 4 mois à Maurice. Mm. Euh, c'est tout à fait possible et je le fais.
faut avoir conscience du micro-marché qui est ce marché de la location moyen terme. Mmh. Donc, il y aura peu d'offres parce qu'il y a Ouais. très peu de propriétaires qui font du moyen terme. Donc, les prix vont être plus chers qu'un bail long terme, évidemment un peu moins cher que du saisonnier. Mais la principale difficulté, c'est qu'il y aura très peu d'offres. Donc, c'est plus dur de trouver Mmh. finalement le bien qui nous correspond vraiment. Euh, donc, j'ai des clients qui le font. Mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte que vous ayez une parfaite confiance. Je fais des vidéos qui sont très détaillées quand je visite un bien, parce que je me rends compte de la responsabilité quand on signe un bail d'un an. Donc, je fais vraiment en sorte que vous ayez toutes les infos. Vous avez une bonne vingtaine de minutes au minimum de vidéos quand je visite une maison, l'intérieur, l'extérieur, les alentours, valider qu'il n'y ait pas de nuisance, même les trajets. Je mets Mmh. la vidéo dans la voiture pour emmener jusqu'au point d'intérêt, aux alentours, la plage, l'école, le supermarché, etc. Euh, pour faciliter la possibilité de louer en long terme sans prendre de risques euh, et accéder tout de suite au prix du long terme et, et au choix du long terme. Mais c'est tout à fait possible. Ouais. Oui, effectivement, c'est opté par pas mal, enfin, en tout cas, c'est la demande qui revient une demande qui revient régulièrement, de pouvoir venir quelques semaines, quelques mois en amont et donc Robin peut vous accompagner dessus, bien évidemment. N'hésitez pas à prendre rendez-vous Je, je, avec lui je sur ce comprends sujet. en plus, je comprends parfaitement cette réflexion et pour moi, les meilleures solutions, c'est effectivement, c'est soit venir en amont en Mmh. Airbnb En et voyage de visiter repérage. soi-même. Mmh. C'est l'idéal de visiter soi-même parce que vos yeux sont les meilleurs pour visiter pour visiter un bien. Ça va coûter cher. Ça va coûter clairement plus cher qu'une prestation comme la mienne parce que vous allez louer du saisonnier au début et puis bah Mmh. vous savez pas quand est-ce que vous allez trouver. Ça va vous faire un deuxième déménagement, c'est de l'inconfort. Mais par contre, vous allez visiter votre bien vous-même. Euh, L'autre option qui est la plus choisie, sinon c'est plutôt en tout cas quand j'interviens en général, c'est plutôt de louer un bien tout de suite à long terme. Ouais, définitivement. Alors on a une question de Stéphanie sur la question des assurances dans le cadre de la location. Concernant les Bonjour assurances quand on Stéphanie. loue concernant les Bonjour assurances quand on Stéphanie. loue, on va parler de l'assurance multirisque habitation. Qu'est-ce que tu en sais, de ce sujet, Robin? Euh, alors, assurance habitation, elle est pas obligatoire au sens de la loi. Par contre, elle va être quasi systématiquement intégrée dans le bail. Donc, ça devient une obligation contractuelle, de fait. Dans le bail, on va vous dire que le locataire doit souscrire à une assurance habitation. C'est plus le propriétaire, l'agence qui vont se protéger un peu dans ce cas-là. Euh, le lien, il est assez fort avec la responsabilité civile, parce qu'en fait, l'assurance habitation, elle va surtout vous protéger de vos biens personnels. Donc, ça dépend aussi de la valeur des biens que vous avez. Et sinon, c'est aussi beaucoup la responsabilité civile qui va intervenir. Donc, il peut y avoir un lien qui est fait avec l'assurance que vous prenez, l'assurance santé que vous prenez, l'assurance d'expatriation que vous prenez avant. Ça, après, si vous voulez pousser le sujet un petit peu plus loin, on a des personnes hein, dans les experts Smart Traveler qui peuvent vous conseiller un petit peu mieux que moi sur les assurances. Mmh. Ouais, effectivement. Si vous avez des questions sur les assurances, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'équipe Smart Traveler et on pourra vous mettre en relation avec un assureur local ou aussi dans le cadre de votre échange avec Robin pour vous couvrir sur ce genre de sujet. On a une question de Rachel, Robin, qui nous dit, a priori, on ne récupère jamais la caution. Est-ce vrai? Alors, toi, dans ton premier cas que tu nous as cité, tu l'as pas récupéré, mais quels sont tes Alors retours ça arrive, un peu je suis dessus? témoin, ça arrive. Je suis témoin du fait que ça arrive. Euh, moins que ce qu'on l'entend en fait en réalité. C'est faux de dire qu'on récupère jamais la caution. Mais il suffit de quelques cas effectivement pour dire que ça arrive. J'ai quand même l'impression que les choses ont beaucoup changé. Le marché est de plus en plus haut de gamme. Donc les propriétaires font plus attention, les agences aussi. Elles ont une notoriété à tenir, donc font plus attention. Moi, je pourrais jamais m'engager à la place du propriétaire sur la caution, hein. C'est lui qui l'aura et c'est Hmm. lui
qui a le devoir de la rendre. C'est toujours délicat quand on part rapidement du logement, ça c'est une certitude. Vous avez un bail d'un an, si au bout de 3 mois, vous voulez partir, vous avez peu de chances de récupérer votre caution. Ça c'est vrai. Si ça fait 1 an et demi que vous êtes dans le bien, même si vous voulez rompre votre bail en cours d'année, il faut savoir que le bail vous dit que vous n'avez pas le droit. Dans les faits, souvent le propriétaire et les agences vont aller dans ce sens-là. En tout cas, les agences avec qui on travaille, c'est le cas. Ils vont dire bon bah ok, on trouve un nouveau locataire et dès Oui, qu'on l'a, bah, vous pouvez partir, il prend la suite et on vous rend votre caution si la maison est en bon état. Et donc comme en France, comme en Europe, on va refaire l'état des lieux et l'inventaire pour vérifier qu'il manque rien, etc. Donc mmh. là, s'il y a des dégradations, le propriétaire va s'en servir. Mais non, c'est pas vrai de dire qu'on récupère jamais la caution. Merci, Robin, d'avoir rassuré sur ce point. On a une question de Nadine également, qui est importante à savoir, je trouve. C'est vrai que en ce qui concerne la location et ou l'achat, est-ce que ça dépend de la création d'un compte en banque à Maurice, ou pas? Est-ce qu'il y a besoin d'un compte en banque Alors pour louer un bien à non, Maurice? non, la location pas du tout. Euh, pour l'achat, ça peut être un petit peu différent, surtout que maintenant vous avez une obligation d'acheter une part de toute façon une part importante de votre investissement. Vous devez le faire en roupies, donc c'est assez incontournable pour le coup. Pour la location, vous pouvez faire des virements. Alors, euh, de fait, quasiment tous les expats ouvrent des comptes locaux. Alors, enfin, il y en a aussi qui ont des banques en ligne, mais vous allez avoir un peu plus de frais si vous faites en fait des virements. L'idéal, c'est souvent de faire un gros virement un peu moins souvent, qui va permettre de payer en roupies le loyer, la location de voiture et j'en passe. Mmh. Si vous multipliez les virements avec un compte en France, par exemple, bah, vous allez avoir pas mal de frais de virement. Ouais. Alors là aussi, si vous souhaitez faire des virements à l'international, sans payer trop de frais, là aussi on peut vous aider bien évidemment. On travaille avec un partenaire qui est basé en Angleterre qui permet de réduire un certain nombre de frais. Donc là aussi, n'hésitez pas à contacter Smart Traveller. Ça peut évidemment vous aider, surtout que vous avez, comme l'a expliqué Romain, 1 mois de loyer, 1 mois de caution et 1 mois d'agence à payer. Souvent vous le faites de l'étranger, surtout si vous avez choisi votre bien en étant accompagné. Donc ça peut être intéressant de le faire, comme ça. Encore, quelques questions sur la location et après on va pouvoir avancer. Une question de Tristan, donc qui va arriver avec sa famille en août pour s'installer. Il vient en avril en voyage de repérage. Bon déjà, superbe, c'est une très bonne chose de le faire. Il Bonne nous idée. demande: «Est-ce possible de visiter des biens en avril qui seront disponibles en août ou est-ce trop tôt?» Quel est ton retour d'expérience par rapport à ça, Robin, par Non, rapport ça aux va être biens disponibles? sauf cas exceptionnel, en fait, ça va être très compliqué parce que les biens qui vont être dispo à la location en août seront pas encore sur le marché. J'ai des clients des fois qui me demandent de visiter des biens, même si c'est pas disponible, mais pour se rendre compte de ce qui existe. Le problème, c'est que le propriétaire sera pas vraiment chaud, l'agence non plus, parce qu'on va faire visiter des choses où finalement il n'y a pas de garantie derrière que les agences soient réinterrogées de nouveau le jour où il y a une recherche, euh, Mmh. une vraie recherche. Euh, et il est très peu probable de trouver en avril, sauf cas exceptionnel. Ça peut arriver d'avoir parfois euh, des logements qui sont un peu sur les deux marchés. C'est-à-dire que les propriétaires font du court terme, tant qu'ils n'ont pas trouvé de long terme. Puis le jour où ils ont quelqu'un qui fait du long terme, ils vont le louer en long terme. Donc c'est dans ce cas-là qu'on va pouvoir parfois trouver très en avance, mais c'est rare. En règle générale, moi, je commence vraiment une recherche concrète et dynamique, on va dire 3 mois avant l'arrivée. Et déjà, j'ai pas beaucoup de solutions à proposer 3 mois avant l'arrivée. Mais je peux en avoir parce que, je l'ai dit précédemment, le préavis étant de 3 mois, je peux avoir un locataire qui vient de déposer son préavis et le propriétaire a tout de suite mis en location. Mais c'est assez rare. En général, le propriétaire, il va peut-être refaire des petites choses dans la maison, vouloir qu'il y ait un coup de ménage, etc. Donc, il ne le met pas tout de suite en, en location. Mais là, on commence à avoir des opportunités qui se présentent. Ça va être un peu difficile de visiter des choses en avril. Pas impossible, mais très difficile.
Très bien. Bah, écoute, un grand merci Robin. Je vois qu'il y a plein de questions. Je les garde pour un petit peu plus tard. On continue d'avancer sur les sujets qui répondront certainement en partie à vos questions. Alors, la prochaine question, Robin, c'est quel conseil donnerais-tu pour bien choisir son logement en tant qu'expatrié? Quels sont les pièges, selon toi, à éviter? Euh, les conseils pour bien choisir son logement, déjà, ça paraît basique, c'est pas spécifique à l'île Maurice, mais malgré tout, la première étape, c'est de bien définir précisément ses critères et ses priorités. Et c'est encore plus vrai quand on va s'expatrier, parce que c'est aussi ce qui évitera les pièges, c'est d'avoir des critères précis, de savoir de savoir les exprimer de donner quand même des priorités dans la recherche. Ça va être important. Donc, ça va concerner notamment les secteurs. Malgré tout, même si ça m'arrive assez régulièrement d'avoir une sorte de double recherche entre l'Ouest et le Nord. Mais finalement, quand on commence avec cette double recherche, le début de la recherche ne va servir qu'à affiner les critères et à cibler un secteur. Regarder les annonces au début de recherche, ça va être une bonne chose, les sites d'annonces, et en même temps s'en méfier. Ça va donner une bonne idée du marché. À la fois, il peut y avoir des annonces qui sont là depuis très longtemps et des biens qui en fait sont trop chers et qui donnent pas toujours la bonne idée du marché. On va aussi avoir à l'inverse des agences parfois qui aiment bien, encore une fois, c'est pas spécifique à Maurice, hein, c'est spécifique à l'immobilier, mais laisser des annonces de trucs qui sont loués depuis 3 ans en espérant un peu appâter le chaland, comme on dit. Et donc, quand c'est trop beau, c'est souvent qu'il y a une raison. Donc, faut réussir à se faire une bonne idée de tout ça. Mais déjà, regarder les sites d'annonces, ça donne quand même une petite idée du marché et te dire, dans mes critères et dans mon budget, qu'est-ce que je peux avoir? Évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, il y a le secret pour éviter les pièges. C'est soit avoir l'occasion de visiter soi-même, donc arriver en Airbnb prendre le temps de visiter soi-même, soit faire visiter à quelqu'un en qui on a vraiment une pleine confiance, euh, parce que il y a trop de différences de standards entre la principale problématique, elle est là. Nos standards de Français, d'Européens, qui n'y avait pas des Français, des Suisses tout à l'heure, il y a peut-être d'autres nationalités, mais nos standards d'Européens, ils sont trop différents de ceux de Maurice. Et quand on arrive avec nos idées reçues, on peut vite être déçu. Et à l'inverse, ici, parfois, certains professionnels euh, vont omettre de vous donner certaines informations qui seraient indispensables pour vous, mais qui ne leur paraissent pas forcément indispensables ici. Donc, il faut vraiment avoir ce regard quand même sur place de quelqu'un en qui vous avez confiance et qui saura comprendre vos attentes. Donc voilà, tout ce qui peut être utile, évidemment. Moi, je fais des vidéos, donc ça, si c'est pas avec Smart Traveler que vous travaillez, que c'est quelqu'un d'autre, un ami, peu importe, qui le fait, c'est hyper important d'avoir des vidéos super détaillées, des alentours, etc. Voilà, la différence culturelle, c'est un enjeu important. Lire le bail, regarder les frais annexes. Globalement, si je peux dire les principales déceptions en tout cas, c'est quand je discute avec des expats qui me rapportent un peu leur déboire immobilière, c'est soit l'environnement direct, ça c'est le truc qui revient très souvent, parce qu'il y a une construction à côté, il y a une route qui fait du bruit, c'est un petit chemin en terre, c'est une piste, on s'y attendait pas. Enfin, c'est vraiment l'environnement direct. Tout ce qui est lié aux finitions, on n'a pas les mêmes normes de construction qu'en France. Et donc, dans certains biens, des fois, il y a des dysfonctionnements. Et sans l'avoir plus sur place, on ne peut pas le deviner. Alors, comme je dis parfois, moi, le premier, je vais pas faire tourner la machine à laver hein, quand je visite un bien. Mais je peux repérer quand même certains défauts, évidemment. Donc, tout ce qui est lié un peu à la qualité de prestation, le manque d'entretien, ça peut arriver aussi. Je vois des maisons ici qui sont dans un état pour la location où ça doit être plus rare en France. Voilà, propreté, donc. Voilà les principaux pièges, on va dire, qu'on peut retrouver.
Bah, écoute, merci pour tout, Robin. Donc, il y a quelqu'un qui demandait pour la différence de standard. Donc, c'est bien ce que tu disais, hein, Anne-Claire, voilà, une question d'Anne-Claire qui disait de quels écarts de standard tu parles. Donc, c'est bien le rapport à la propreté, à l'environnement, etc. Ou est-ce que tu vois autre chose? Ouais, ça peut être plein de choses. Tu vois, l'environnement, par exemple, te dire qu'il y a une construction qui est collée à ta maison, euh, ça va paraître très logique pour moi, ça va paraître très logique pour, en règle générale, une majorité de Français ou d'Européens qui vont être là. Ici, le marché immobilier il est en plein essor, ça construit de partout. Et peut-être que Mmh. quelqu'un, un Mauricien ou quelqu'un qui l'a depuis longtemps, peut-être qu'il cherche pas forcément à vous tromper en omettant de dire qu'il y a une construction à côté. Et ça va être dans les standards aussi sur les finitions dont je parle dans la maison. Voilà, un fil électrique qui pend, alors que vous arrivez avec des enfants, bon, ça choque pas toujours. Donc il y en a plein, des Ouais. choses comme ça. Mmh. Mais il faut aussi, il y a ça d'un côté, et il y a des choses. Moi, quand j'ai eu tous mes problèmes avec ma maison, il y a des moments où on m'a dit, ben oui, mais vous êtes à Maurice. Ça m'a presque fait douter à un moment donné de me dire, est-ce que c'est moi qui après va m'adapter? Je me suis rendu compte qu'après, non. Il y avait quand même eu des gros manquements dans ce qu'on m'avait présenté. Et en même temps, c'est une phrase que je suis capable de dire aussi parfois. Ouais. Euh, Ça Vous êtes à demande quand Maurice, même il y a aussi, des lézards, c'est une réalité. Il y a des voilà. lézards, il y aura des petites Il bestioles, y a des ça fait lézards dans la partie de la maison, il y a vie, des bêtes, faut les être lézards ils font optique. des crottes, voilà. Mmh. Euh, il y a des standards différents. Quand il y a un petit truc qui doit être réparé, on vous dit qu'on vient demain. Bah, on vient pas toujours demain. En général, pour autant, les gens sont de bonne composition et quand on vous dit que quelque chose sera fait, ça sera fait. Mais faut être un peu plus patient. Voilà, faut faire un petit reset aussi sur quelques sujets parfois. Mmh. Alors, je vois beaucoup de questions qui tombent. N'hésitez pas à continuer à les poser. On prendra un temps dans quelques minutes, une fois qu'on a fini d'aborder l'ensemble des sujets avec Robin, de prendre le temps de répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas et surtout restez jusqu'au bout pour avoir les réponses à vos questions. Alors, quels sont les critères essentiels à considérer avant d'acheter un bien immobilier à l'île Maurice, Robin, selon toi? Euh, Encore une fois, cette réponse, elle dépend énormément de l'objectif. C'est une réponse très personnalisée en fait. Mmh. Parce que l'objectif d'achat, il peut être pour une résidence principale, il peut être pour une résidence secondaire, il peut être pour un investissement pur locatif. Donc, la réponse, elle va être déjà un petit peu différente. Ça peut être un locatif, mais avec une idée derrière. Il y a souvent un projet derrière un investissement à Mmh. Maurice. C'est potentiellement, je veux y passer ma retraite, c'est du patrimoine pour mes enfants. Il y a plein de choses. Donc, en fonction du cœur du projet, il y a l'obtention du permis de résidence aussi, on Ouais. entend parler. Forcément, ça va orienter pas mal de choses. Euh, donc ces critères, ils vont différer en fonction de l'objectif du projet. Les secteurs, évidemment, on en a reparlé tout à l'heure, hein, mais pour moi, c'est le numéro un. C'est de se demander dans quel secteur. Encore une fois, ça va toujours encore être en lien avec ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est pour y vivre? Est-ce que c'est pour investir? Est-ce que c'est pour y passer des vacances? Dans les critères, je vais dire attention aux frais annexes, que ça soit bien clair pour vous, qu'il vous soit bien expliqué, bien présenté. Les droits d'enregistrement, les frais de notaire, les frais de copro. Une petite alerte sur tout ce qui est frais de réparation et d'entretien, qui sont souvent plus élevés qu'en France. Il y a l'air marin, il y a les cyclones, quand il pleut beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, les normes de construction sont pas du tout les mêmes, c'est beaucoup moins réglementé. Donc, les biens immobiliers, ils peuvent s'user plus vite et demander, si vous voulez pas que votre bien se dégrade, il va vous demander quand même d'investir un petit peu dans son entretien. Donc, à pas négliger. Et puis, dernier sujet, il y a un gros marché de la VFA, donc qui est l'achat sur plan à Maurice. Évidemment, bien se renseigner sur le promoteur, sur son historique. Alors, il y a des garanties importantes, malgré tout, au niveau réglementaire sur ce marché-là. Et bah, qui est le garant justement financier, qui a apporté la garantie financière au promoteur? Bon, là, effectivement, il y a quelques sujets sur lesquels il faut bien se renseigner avant d'investir. Mmh.
Ouais, un grand merci Robin. Bien évidemment, si vous avez des questions qui a trait au permis de résidence, à la fiscalité, n'hésitez pas là aussi à prendre rendez-vous avec l'équipe Smart Traveler. On est là pour vous accompagner sur toutes les dimensions de votre expatriation ou de votre projet, tout simplement personnel, professionnel, d'investissement à Maurice. Alors, on a eu pas mal de questions dessus, justement. Donc, quelles sont les différentes options d'achat pour un expatrié? Je pense que beaucoup d'expatriés ont entendu parler d'IRS, PDS, Smart City. Il y a une question sur le R+2, l'acquisition via une société et leurs avantages. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces programmes, ces fameux programmes ouverts aux étrangers? Ouais, c'est une question qui revient souvent parce que c'est vrai que c'est un peu flou et les infos, on trouve des infos très variées sur ces sujets-là. Donc, les différents programmes qu'il existe accessibles aux étrangers, les plus anciens sont l'IRS et le RES. L'IRS, c'est plutôt des projets assez gros, c'est supérieur à 10 hectares et avec un service haut de gamme, voire luxe. C'est des résidences qui vont être souvent dans des golfs, dans des marinas, dans des endroits un peu privilégiés, dans lesquels on va retrouver pas mal de services, restos, salles de sport, etc. Le RES est arrivé plus tard pour justement permettre d'accéder à des biens plus accessibles que l'IRS. On est sur des prix élevés. Donc, ça va être le RES des projets plus petits et en règle générale à des prix plus accessibles. Il y a eu un premier changement important en 2015 puisque l'IRS et le RES ont été remplacés par le PDS. L'objectif, c'était de simplifier. Le PDS, il n'y a pas de limite de taille. On peut retrouver des PDS de toute taille. Et en fonction du projet, le gouvernement va demander, le DB qui s'occupe de ça va demander plus ou moins d'infrastructures autour. Donc on peut avoir un petit programme, on va simplement demander un certain pourcentage d'espace vert, en gros, je grossis le trait, et puis un service de sécurité avec un gardien. Mmh. Puis on va avoir des projets beaucoup plus importants où il faut la piscine commune, la salle de sport, les terrains de tennis, le restaurant, etc. Donc le PDS, il regroupe beaucoup plus il est beaucoup plus large et plus flexible, et il est plus inclusif puisque il y a une obligation de 25% de réserver 25% des unités vendues aux Mauriciens. Donc ça c'est très bien, ça permet d'avoir un petit peu plus de Mixité. mixité dans Mmh. ces programmes-là, voilà, et de donner évidemment aux Mauriciens l'accès à ce marché-là qui est aussi intéressant pour eux, même s'ils ont accès aussi au marché local et ils ont souvent des conditions un petit peu différentes. Tu as les Smart Cities aussi, donc là, qui sont des gros projets. On recrée un écosystème complet. C'est des super projets en général. Il y en a pas mal qui sont en cours en ce moment à Maurice. Tu as du résidentiel, tu as des centres commerciaux, tu as des grosses salles de sport, tu as des commerces, des restaurants. Tu as aussi tout ce qui est bureau, coworking, espace pour les entreprises. Il y a des incitations fiscales pour les entreprises dans le but euh, de booster un petit peu l'entrepreneuriat et puis la vie aussi économique de cette ville nouvelle, entre guillemets. Euh, que ce soit pour le PDS ou la Smart City, il y a aussi un accent important qui est mis sur le développement durable. Il y a quand même une prise de conscience qui est importante à Maurice. Et enfin, tu m'as parlé du R+2. Il y a une question concernant le Ouais, R+2 une question qui est de arrivée Arnaud ensuite. sur le sujet. Peux-tu nous parler de l'option G+2, donc ground plus 2 ou rez-de-chaussée plus 2 pour le R+2? Ouais, alors le R+2, c'est donc des bâtiments de 2 étages et ils doivent être, alors c'est pas n'importe quel bâtiment de 2 étages, il faut qu'il soit certifié comme étant R+2 par le DB. Et donc là, c'est des appartements. L'objectif, encore une fois, c'était de proposer des biens qui soient plus accessibles. Le montant minimum d'achat, c'est 6 millions de roupies, donc à peu près 120 000 euros. Comme tu disais, Alban, au début, malgré tout, dans les faits, le marché fait que il y a quasiment rien à ce prix-là, si ce n'est rien à ce prix-là. Mais voilà, il y avait ce minimum d'achat. Ça laisse un peu plus de possibilités. Ce qui rejoint et ce qui regroupe comme avantage tous ces différents programmes, c'est que ça donne la possibilité au permis de résidence. Donc ça, Mmh. si jamais vous avez eu des infos divergentes là-dessus, tous ces programmes donnent le droit au permis de résidence à condition de dépenser au minimum 375 000 $ ou l'équivalent dans une autre devise. Euh,
quel que soit le programme, il y a des possibilités de revente qui sont très intéressantes, parce que vous restez sur ce marché des étrangers. Et globalement, les standards de construction sont quand même plus élevés, ça donne certaines garanties. Ça fait partie des points, on parlait tout à l'heure de la loi de 2024, sur le marché local, c'est pas réglementé. Il n'y a pas de normes, et donc on voit un peu plus de tout. C'est moins le Ouais. cas. Ouais, effectivement, et pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que tu vois, par exemple, l'option de la Smart City, beaucoup de personnes dans les commentaires disent voilà, est-ce qu'on est obligé d'être parqué, etc. La Smart City attire beaucoup de Mauriciens, de jeunes familles professionnelles mauriciennes. Donc c'est typiquement des programmes où aujourd'hui il y a plus de mixité, alors pas toujours dans les mêmes endroits. C'est vrai que les jeunes familles mauriciennes vont peut-être plutôt s'installer du côté de Moka, par exemple, à proximité des Mmh. écoles, pas forcément sur la côte où voilà, ils peuvent avoir chaud ou quoi. Je tiens à rappeler que la ville la plus développée pendant longtemps à Maurice, c'était Curpip, donc qui est vraiment dans le centre de l'île où il pleut tout le temps et il fait froid, parce que les Mauriciens, eux, préféraient le frais. Donc ça, il y a quand même une plus grande mixité et c'est quelque chose, voilà, je pense qu'il est intéressant de le savoir, surtout si vous voulez, voilà, rencontrer vos voisins, etc. Et sur R+2, j'ai un doute sur le fait que tu l'aies spécifié, ça permet aussi d'acheter sur la mer, ce qui n'est normalement pas permis. Le R+2 permet ça dans certains programmes spécifiques. Donc si vous avez les moyens, si vous souhaitez investir directement pied dans l'eau, ça n'est normalement pas autorisé aux étrangers, sauf sur certains programmes, incluant des programmes R+2. Donc ça C'est peut vrai, être il y a des, intéressant. il y a Mm. des trucs super, et ça rejoint un petit peu la question que tu viens d'avoir juste avant. Mm. Tu as des smart cities, effectivement, où il y a de plus en plus de mixité. Et moi, j'essaye au maximum, évidemment, alors, les smart cities, les gros projets, les gros PTS, je vais t'amener les proposer avec les agences avec qui je travaille ou les promoteurs, mais j'essaye évidemment d'aller chercher des programmes aussi qui sont plus confidentiels, Ouais. qui sont un peu plus difficiles à trouver et qu'on peut trouver quand on travaille justement avec plusieurs agences et on sait que Mhm. tel ou tel promoteur va proposer ça. Et on va se retrouver dans des secteurs où il y a une vie beaucoup plus locale, et sur un petit programme de 6 apparts. Voilà. Donc il y en a pour tous les goûts. Ouais, 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 tout à fait. Écoute, un grand merci Robin pour la réponse à cette question. On continue, je vois encore beaucoup de questions. N'hésitez pas à les poser et à rester avec nous pour qu'on puisse y répondre dans quelques minutes. Alors, faut-il acheter sur plan, donc le fameux VFA, vente en état final d'achèvement, ou privilégier l'achat d'un bien déjà construit? Quels sont les risques et les opportunités selon toi? Alors, comme souvent, je vais pas faire une réponse binaire. Le mieux ou moins bien va dépendre beaucoup du projet. Il y a une offre assez importante à Maurice sur le VFA. Il faut savoir que le droit immobilier à Maurice, c'est inspiré du droit napoléonien. Donc, c'est vraiment le droit français. La VFA, d'ailleurs, c'est en français, hein, quand en état parfait d'achèvement. C'est vraiment une réglementation qui est similaire à celle d'un achat en VFA en France, et avec des obligations équivalentes sur les garanties financières que doit apporter le promoteur. Euh, alors on voit beaucoup ceux qui sont baladés un peu à Maurice, on voit qu'il y a beaucoup de chantiers qui semblent un peu à l'arrêt ou qui le sont. Il y a deux raisons, hein. Il y a un certain nombre de résidences qui sont sur le marché local, qui sont pas forcément de ces programmes pour les étrangers, et qui se finissent très doucement. Et il y a quand même eu le Covid, hein, qui a fait assez mal ici. Il n'y a pas forcément eu le quoi qu'il en coûte. Il y a des programmes qui reprennent aussi beaucoup ici. Euh, les promoteurs qui ont vraiment pignon sur rue ici, avec un organisme financier solide, offrent quand même une super garantie ici. Donc si on est vigilant à ce qu'on achète, on a vraiment des très bonnes garanties. Globalement, le VFA, le prix d'achat, il va être moins cher. Donc les plus gros coups de fusil, comme on dit, qu'on peut faire à Maurice si on cherche à faire une belle plus-value ou une belle rentabilité, c'est vrai que sur le VFA, il y a des belles opportunités. On achète du neuf aux normes actuelles. On en a parlé avant. Quand on est sur un programme accessible aux étrangers, il y a une certaine qualité quand même de construction. Là où évidemment, je l'ai dit aussi, les biens s'abîment un petit peu plus vite lié au climat notamment. Donc, quand on achète un bien à la revente
qui a 15 ans, bah, évidemment, on va peut-être falloir mettre un petit peu plus d'argent dans son entretien en fonction aussi de comment ça va être entretenu. Malgré tout, le VFA, il n'y a pas de rentabilité immédiate. Dans un premier temps, on dépense. Au fur et à mesure de la construction, il y a des appels de fonds successifs. Donc, quand on arrive à la remise des clés, il reste plus que 5% du montant à payer. Ça veut dire que pendant des mois, on sort de l'argent, mais on ne rentre pas de loyer si ça c'était le but. Évidemment, quand on achète dans l'ancien, c'est pas le cas. On voit aussi ce qu'on achète. C'est pas le cas en VFA. Par contre, on va pouvoir personnaliser aussi un peu plus. Donc ça va dépendre un petit peu du promoteur qui va laisser plus ou moins de flexibilité sur ce qu'on peut adapter. Et on peut évidemment choisir toute la déco et tout. Donc on peut vraiment personnaliser un petit peu plus son bien. Voilà, principalement le gros avantage, c'est vraiment la potentielle plus-value et rentabilité du VFA qui va être importante. Ouais, mais écoute, un grand merci pour cette présentation de ces programmes. Donc, ça va vraiment dépendre de de ce que vous souhaitez faire, louer tout de suite ou pas. Mais en tout cas, le VFA peut être une bonne opportunité. Il y a pas mal de questions sur les agences, sur comment se renseigner sur les programmes, etc. Je vous invite bien évidemment à prendre rendez-vous avec Robin. On va remettre tout de suite son lien pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec lui dès maintenant. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant. Est-ce que toi, tu sais, il y a une petite question qui apparaît. Est-ce que toi, tu sais si les délais sont tenus en VFA ou si on note des retards? Une question de Ça fait Josiane. ça fait partie du risque, évidemment. C'est vrai que c'est une très bonne question parce que ça fait partie du risque. Il faut évidemment, ça rejoint ce que je disais, hein, pendant quelques mois, on sort de l'argent et on n'en rentre pas. Il faut s'armer d'un petit peu plus de patience. C'est le même principe qu'en France. Un promoteur, il va passer par une phase de pré-commercialisation de son programme. En règle générale, les travaux ne commencent qu'une fois atteint un certain pourcentage de pré-commercialisation. C'est souvent assez intéressant d'être au début d'une pré-commercialisation parce que ça donne le choix. Mais finalement, ça rajoute aussi une incertitude sur le délai et sur quand est-ce que ça va réellement commencer. Et une fois que ça a commencé, ça reste du bâtiment. Une fois que ça a commencé, il y a moins d'incertitude, mais évidemment, pendant les cyclones, il n'y a plus de construction. Donc, il y a le climat, il y a plein de choses. On est sur une île, hein, il y a l'approvisionnement des matériaux. Donc, Mmh. c'est les mêmes problèmes, je veux dire, qu'on va retrouver en ce moment un peu partout ailleurs, mais c'est amplifié par le fait que ça soit sur une île. Globalement, quand la construction démarre, les délais sont plutôt tenus. Ouais, très bien. Bah, écoute, un grand Il y a des merci. pénalités de retard, hein, comme encore une fois un droit français, quasiment comme le droit français. Donc le promoteur va donner des délais contractuels un peu longs, mais par contre, s'il les dépasse, il a des pénalités de retard. Mmh. Alors une question qui va répondre à pas mal de questions qu'il y a eu dans le chat cette fois-ci sur le marché de l'investissement locatif. Donc, est-ce que tu peux nous dire si Maurice est un marché rentable pour l'investissement locatif et surtout quel type de biens offre les meilleurs rendements en ce moment à l'île Maurice? Ok. Alors, est-ce que Maurice est un marché rentable pour l'investissement locatif? Oui, plutôt oui. En fait, la question, elle est intéressante peut-être en mettant en parallèle intéressant par rapport à quoi? Euh, moi, l'autre marché que je connais bien, c'est le marché français. Je crois qu'il y a pas mal de Français, mais les parallèles vont de toute façon sûrement résonner un peu de la même manière pour ceux qui peuvent être dans d'autres pays. Euh, il y a deux indicateurs importants quand on veut regarder la rentabilité globale d'un bien. Ça va être son rendement et ça va être sa potentielle plus-value. Le rendement, on le mesure toujours d'abord en rendement brut, combien je gagne sur mon investissement. Et après, on va enlever de ça toutes les différentes charges et notamment la fiscalité. Idem sur la plus-value, on va avoir une plus-value brute. Et après, on va avoir les charges et la fiscalité qui peut s'appliquer dessus. C'est ça qui va nous donner la rentabilité globale d'un bien sur une durée de vie qu'on définit quand on mesure la rentabilité. Il faut savoir que Maurice est un pays où la réglementation est très flexible sur ce qu'on a le droit de faire de son bien. C'est une des grosses différences avec le marché français, en l'occurrence, par exemple. Il y a une grosse demande pour la location saisonnière. Il y a une grosse demande pour la location long terme
avec la communauté d'expatriés. Et pour autant, vous n'avez pas de plafond. Vous pouvez louer du Airbnb autant de nuits et pour le prix que vous voulez à l'année, ce qui n'est malheureusement plus le cas dans la plupart des grandes villes de France et dans beaucoup d'endroits en France où on va limiter ça. Au-delà d'un certain chiffre, il faut passer en loueur professionnel, ce qui implique d'autres problématiques. Et on va avoir du coup forcément un rendement qui est brut déjà, qu'on peut optimiser en visant soit les touristes, soit les expats. Donc ici, sur du marché court terme, on va sur du saisonnier avec une gestion locative, on va pouvoir atteindre assez souvent les 7% de rendement brut et facilement les 5% quand on va faire de la location long terme, qui sont des rendements qui sont aujourd'hui quand même vraiment difficiles déjà à avoir en brut vu le marché en France. Et après, le deuxième indicateur, ça va être la plus-value brute. Le marché mauricien, il est très dynamique. Il y a de la croissance économique, il y a un marché immobilier qui est, alors c'est plus difficile d'avoir des données, des statistiques fiables que en France, par exemple, avec les organismes qui font ça. Mais le marché, il est à peu près depuis une vingtaine d'années, 5% par an en croissance. Ce qui rappelle les très belles années du marché français. Donc c'est boosté, je l'ai dit, par la demande des investissements étrangers, les incitations fiscales. Elles sont de plus en plus importantes. Il faut rappeler aussi que la politique à Maurice, elle est stable. Il y a une croissance économique qui dure depuis l'indépendance. Et donc, l'incertitude qu'on peut avoir en Europe ne fait que booster forcément ce marché mauricien et le gouvernement incite de plus en plus. Donc, on peut imaginer, j'ai pas de boule de cristal, mais quand on regarde le présent et le passé, on peut imaginer que ça continue. Donc, ça, c'est important par rapport à un investissement dans un marché, évidemment, désolé de casser du sucre. C'est pas l'objectif, parce que je suis français évidemment, mais le marché immobilier, je sais très bien que là en ce moment il est un peu compliqué. Euh, il a été en baisse, il y a eu une petite stagnation, mais voilà, il y a une grosse différence là-dessus. Donc euh, en France, si on se dit, si on mise sur une plus-value, quand on regarde ce qui se passe là depuis quelques années et mois, sur une plus-value potentielle de 1% par an, c'est assez optimiste, là où on a un marché à 5% à Maurice. Et après, là-dessus, on va appliquer la fiscalité. Euh, et là, évidemment, l'écart se creuse un petit peu. Il y a une convention de non-double imposition. Donc, tous les revenus immobiliers perçus à Maurice sont imposés à Maurice. Et l'impôt, il est très simple. Sur les revenus immobiliers, c'est 15%. Et il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière. Donc là où en France, en fonction de votre taux d'impôt, ça peut aller jusqu'à 45%. Il y a de moins en moins d'incitations fiscales. D'un côté, on a une politique, on a un pays qui a des dettes, et du coup, il dit, le Pinel, on grappille un peu dessus chaque année, le LMNP, on limite les possibilités, etc. L'impôt sur la fortune immobilière, c'est un sujet qui revient souvent. Et à Maurice, plutôt des grosses incitations fiscales. Donc, on va avoir un très bon rendement net, on dépasse assez facilement les 4% de rendement net ici, quand en France, une fois qu'on impose la fiscalité, si on atteint 2%, c'est super. J'ai fait un petit calcul qui est assez révélateur, qui est assez simple, sur la base d'un achat à 500 000 euros. Vous achetez un bien à 500 000 euros en France et vous partez sur une prévision, encore une fois, pas de boule de cristal, mais avec ce qu'on sait du marché en disant, allez, si je le revends dans 10 ans et que j'ai réussi à avoir 1% de croissance sur le marché immobilier, ce qui me paraît plutôt optimiste, je vais gagner 50 000 euros de plus-value au bout de 10 ans. Le calcul de la plus-value, il se fait avec un abattement. Donc, il y a 36 000 euros qui sont concernés par la plus-value, sur lesquels on va avoir 36% de taxes sur la plus-value. Donc, 13 000 euros d'impôt. Donc, ça veut dire qu'on va gagner 27 000 euros, réellement. Ces 27 000 euros ne sont pas imposés sur le revenu, mais ils rentrent dans le calcul du revenu fiscal de référence. Donc, il peut en plus vous faire passer une
peut vous faire passer l'ensemble du reste de vos revenus sur une tranche d'imposition supérieure. Donc, c'est 27 000 euros, peut-être moins si ça crée de l'impôt ailleurs. C'est aussi la complexité du droit en Europe et particulièrement en France, c'est qu'il y a toujours les exceptions qui font que c'est dur en plus à calculer. C'est même bien 500 000 euros. Si on dit que le marché est à 5% aujourd'hui à Maurice, on peut être un peu plus pessimiste. On se dit les arbres ne montent pas au ciel. Et on parie sur 3% dans les 10 prochaines années. Ça fait une plus-value de 171 000 euros. Et ben là-dessus, il n'y aura pas d'impôt. Vous gagnez vraiment 160 000 euros, 171 000 euros. Donc ça, c'est très simple. La dernière chose que j'ai pas pris en compte dans mon calcul, qu'il faut simplement anticiper. Alors, il y a toujours une part d'inconnu, comme tout marché spéculatif, on va dire. Et attention, j'en ai parlé tout à l'heure, les frais d'entretien vont être plus élevés. Il faut accepter d'entretenir son bien correctement et de mettre un petit peu plus d'argent. Et la limite de ce raisonnement-là est aussi si on intègre l'emprunt bancaire et les frais financiers. Les taux à Maurice sont élevés. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on prête aux étrangers. Les taux sont élevés, entre 4 et 7% en fonction des profils. Les taux sont variables, donc ça amène une part de risque qui ne sont pas capés. Alors, ils sont indexés sur la Banque de Maurice, ça, a priori limite le risque, mais ça limite un petit peu. Et pour les investisseurs, ceux qui auraient déjà l'habitude d'investir et qui nous écoutent, quand on a une part d'apport importante à mettre quand on achète à Maurice, 25 à 40%. Donc, si l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est un investissement où on va emprunter le plus possible. Ici, ça limite cette possibilité. Pardon, excuse-moi, j'ai cru que tu étais figé. Bah écoute, un grand merci Robin pour cette explication sur l'investissement. Donc là aussi, vous voyez, il y a quand même des différences entre la France et Maurice. Il y a des avantages à Maurice, mais il y a aussi des risques. Donc là-dessus, avant de vous lancer dedans, bien évidemment, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Robin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un fiscaliste de Smart Traveler pour avancer sur votre projet d'investissement immobilier. Et on avance, il reste encore quelques minutes, restez avec nous jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'on va répondre à quelques questions et vous offrir une surprise, donc n'hésitez pas à rester. Bien évidemment, pour ceux qui ont des impératifs, vous aurez accès au replay, mais pour avoir droit à la surprise, restez jusqu'au bout. Alors, quels sont les fameux coûts annexes? Donc, tu en as un petit peu parlé là de certains, mais quels sont les coûts annexes à prévoir lorsqu'on achète ou on loue un bien? Il y a pas mal de questions qui sont revenues dessus dans le chat, que ce soit en termes de taxes, d'entretien et de charges. Ouais, je vais essayer du coup d'accélérer un petit peu si ça peut laisser un petit peu de place à plusieurs questions. Mais dans la location, on en a déjà parlé, donc je refais un résumé rapide. 1 à 2 mois de caution à prévoir, 1 mois de frais d'agence, l'équivalent d'un mois de loyer, plus 15% de TVA. Pour le premier loyer en avance, c'est pas une charge supplémentaire. Dans la majorité des cas, il vous reste à votre charge l'eau, l'énergie, Internet. Et si vous louez une villa, dans la majorité des cas, pas toujours, mais vous avez l'entretien du jardin et de la piscine qui est souvent compris. Et l'achat, j'en ai parlé, les frais d'enregistrement, les frais de notaire, donc frais d'enregistrement, 5% du prix de la propriété. Frais de notaire, ça va être 1 à 2% en fonction du prix de vente. Et les frais d'agence immobilière, c'est 2%, puisqu'en général, le propriétaire paye 2% à l'agence et l'acquéreur paye 2% du prix, plus les 15% de TVA aussi, un tout petit peu plus que 2%. Il faut bien regarder les charges récurrentes, les charges de copro. C'est des grosses copro, elles peuvent être assez élevées, hein, ça peut aller jusqu'à 500-600 euros sur des grosses copropriétés. L'entretien, j'en ai parlé tout à l'heure, j'insiste là-dessus. Et l'assurance, on a une question tout à l'heure là-dessus. Ouais, un grand merci pour ça, Et les Robin. frais financiers, Pardon. du coup, si vous Vas-y, passez ouais. par après. Frais financiers, l'équipement de la maison et les frais de déménagement. Ouais, tout à fait. Donc tout ça à prendre en compte dans votre budget, lorsqu'il s'agit d'une location ou d'un investissement. Là aussi, ça dépend de votre profil, de ce dont vous avez besoin. Ce sont des choses sur lesquelles on peut vous accompagner avec Robin. Quels sont alors là, très rapidement, tu en as déjà parlé en fait, hein, donc quels sont les principaux changements législatifs ou fiscaux récents qui impactent l'investissement immobilier à Maurice? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter? La loi principale étant celle de 2024 que tu as évoquée un peu plus tôt déjà, en disant qu'en fait, elle a été très peu appliquée. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais rajouter dessus? Non, non, si ce n'est que quand on regarde la chronologie, en fait, on voit bien que c'est plutôt le message qui est envoyé qui est intéressant. Mmh. Ça a commencé en 2002 avec l'IRS. L'IRS, c'était devenu très cher
Donc, on a mis en place le RES pour encore inciter les investissements étrangers. En 2015, on a abandonné ces programmes, on a créé le PDS, encore dans l'idée de permettre aux étrangers d'investir. Les Smart Cities, ça va dans ce sens-là aussi. Les R+2 aussi pour proposer des biens en dessous des fameux 375 000 dollars. Et en fait, cette loi de 2024, ce qu'il faut juste retenir, faut pas chercher à en tirer parti pour l'instant. Il faut simplement retenir que ça va encore et toujours dans le sens d'inciter les étrangers à venir investir à Maurice. Et il y a un petit début d'envisager même un accès potentiel au marché local. Mmh. Et donc ça, c'est quand même extrêmement positif, hein, pour l'ensemble, de vous, Ouais. peut-être potentiels investisseurs. Comme tu le dis, Robin, le signe qui est envoyé, c'est que, les personnes souhaitent, le gouvernement, les autorités souhaitent de l'investissement étranger. Alors, bah, là, on rentre dans le cœur quand même de ce que tu fais. Donc, quel est le service d'accompagnement que tu proposes en tant qu'expert immobilier Smart Traveler? Je rappelle que dans quelques instants, on va passer aux questions-réponses et que juste après, on vous offrira un cadeau, une surprise exclusive. Donc, Robin, je te laisse me dire quel est ton accompagnement pour les clients Smart Traveler. Ouais, alors mon accompagnement, il va être aussi bien pour des clients qui souhaitent louer que des clients qui souhaitent investir. Donc louer dans le cadre en général d'une expatriation ou un investissement, peu importe le type de projet. Mon accompagnement, il va démarrer avec un, un échange évidemment sur vos besoins. Ensuite, j'utilise un document, ce qu'on appelle une scorecard, qui est très important parce que je vais vraiment m'appuyer sur ce document par la suite dans mon accompagnement. Il y a des points de contrôle, il y en a une dizaine, les nuisances, le vis-à-vis, la propreté, etc., que vous allez noter dans selon vos critères, que vous allez hiérarchiser, noter sur 5 pour donner le niveau d'importance de chaque critère. Et moi, ça va me permettre d'utiliser ce document quand je fais des visites et de pouvoir vous dire, reprendre point de contrôle par point de contrôle et vous dire si vos exigences sont respectées. Et vous pouvez rajouter des critères aussi supplémentaires sur ce document en les hiérarchisant. Et ça me permet d'être vraiment très précise dans mes réponses et dans les comptes rendus que je vais faire après. Donc évidemment, je fais du conseil beaucoup sur le secteur, le type de bien que vous pourrez retrouver. Je vais rechercher les logements directement avec les agences immobilières. J'envoie régulièrement des nouvelles offres qui sont vraiment ciblées, qui correspondent vraiment à ce que vous voulez. Et donc, je fais des visites virtuelles, comme vous l'avez compris, avec des vidéos. Je visite toujours l'intérieur du bien, l'extérieur, hein, donc le jardin, etc., si c'est une maison, les alentours proches, le voisinage et les accès, et les lieux d'intérêt proches en fonction de votre projet. Je propose donc des comptes rendus détaillés, j'analyse les conditions de location ou de vente qui vous sont proposées. Donc, sans être juriste, j'ai l'habitude de voir passer les contrats qui me permettent de m'assurer que les conditions sont conformes à ce qu'on a l'habitude de voir ici. Je vous accompagne dans le montage du dossier locatif et je vous aide donc dans cette fameuse lecture du bail. Je vous accueille à l'arrivée. Ça peut aller un petit peu plus loin pour la location. Je peux faire un premier plein de courses de manière à arriver dans les meilleures conditions avec le frigo qui est plein, de manière à, dans 2-3 jours, il n'y a pas cette contrainte-là. Analyser vos habitudes et ce qui peut manquer aussi dans l'inventaire, de manière à ce que je puisse vous accompagner dans l'achat de certains équipements et certains biens et faire en sorte qu'ils soient sur place à votre arrivée. Pour l'exemple, j'ai une demande qui revient assez souvent, c'est le lit des enfants, à faire en sorte qu'il y ait le lit des enfants qui soit là, parce que souvent c'est des lits de place dans les maisons et les apparts. Je fais en sorte voilà, que vous soyez accueillis avec un repas traditionnel. Je vous aide à trouver un logement de transition s'il y en a besoin. Pour l'instant, je touche du bois, ça n'a pas été le cas. On a toujours trouvé la location long terme au moment de l'arrivée. Et je refais passer le ménage, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est souvent ce sujet. Donc, je refais passer une femme de ménage juste avant l'arrivée, de s'assurer que le logement soit nickel. Et je fais passer un traitement anti-nuisible, ce qu'on appelle le pest control ici, pour éviter qu'il y ait des petites bébêtes qui rentrent dans la maison. Voilà, donc ça, c'est le global des services que je propose pour la location. Il y a 2 offres principales. Et ensuite, pour les investisseurs, il va y avoir plusieurs options possibles aussi. L'offre est assez flexible. Ça va être du conseil, ça va être les vidéos déjà des différents programmes
que je peux vous proposer par rapport à vos attentes, ça va être des études de rentabilité, ça va être de la mise en relation, soit à distance, soit physique, puisque après, dans l'accompagnement, je propose aussi des visites directement ensemble lorsque vous êtes sur place et de vous mettre en relation avec les partenaires qui seront importants en fonction des biens qu'on pourra avoir ciblés. Évidemment, c'est un accompagnement pour aller jusqu'à l'achat et après l'organisation de tout l'équipement du bien, tout ce qui est mobilier, etc. Et la gestion de la première mise en location si c'est une location, annonce, ménage, check-in, check-out, etc. Merci Robin. Concrètement, Robin, c'est qui? C'est vous, en fait. Il a vraiment eu votre expérience en arrivant à Maurice, il connaît vos besoins, il connaît les besoins notamment des familles qui arrivent avec des enfants. Donc, enfin, vraiment, il va comprendre exactement ce dont vous avez besoin aussi en termes de logement. Tout ce qu'il a dit, tous les défauts que lui a notés, eh bien, il est désormais là, maintenant, pour vous aider à éviter ça. Et je peux vous dire que donc, enfin, tous ceux qui ont été accompagnés par Robin sont ravis. Il y a eu des bûches de Noël le jour de Noël pour l'arrivée de certains, et nous, on est toujours hyper contents de recevoir les petites vidéos de Robin qui visitent les lieux. On se dit nous-mêmes, alors que ça fait maintenant des années qu'on est à Maurice, on est mauricien, on est franco-mauricien, on est bref étranger s'il le faut, et à chaque fois on se dit on aurait adoré avoir été accompagné par Robin. Donc je vous invite vraiment à prendre un appel avec Robin. On a mis le lien là dans le chat, donc n'hésitez pas. C'est le moment où j'avais de commencer à réserver un appel avec Robin. Et donc, désormais, Merci c'est à Alban. vous la parole. Je t'en prie, Robin. Désormais, c'est à vous la parole. Vous avez été nombreux à poser des questions. Je vais en sélectionner quelques-unes. Ne vous en faites pas pour les questions où vous n'avez pas eu de réponse. Elles vont toutes être classées dans une FAQ qu'on va vous envoyer par email. Donc, vraiment, faites attention à vos emails par la suite. Si jamais vous n'avez pas de réponse à votre question, restez encore quelques minutes avec nous. Je réponds à quelques questions et on vous offre une surprise exclusive. Alors, Robin, c'est parti. Première question. D'Evelyne, est-ce qu'il y a des organismes qui encadrent les normes de construction, style DPE, pouvant sécuriser les achats? Non, DPE, non. Déjà, les maisons ne sont pas isolées ici en général, donc pour le coup, c'est très différent. Il y a des cahiers des charges. C'est vraiment différent des normes de construction qu'on peut avoir en France, DPE, même les RT 2012, RE 2020, etc. Surtout que c'est des normes qui sont vraiment liées à l'aspect environnemental de la construction. On n'a pas d'équivalent, on n'a pas d'équivalent ici. Par contre, il y a des cahiers des charges quand même assez poussés sur les programmes réservés aux étrangers. Donc, le promoteur, lui, va avoir un cahier des charges à respecter sur le standing de la construction qu'il va proposer. Et ça, c'est de plus en plus vrai. Alors, c'est un peu au cas par cas de chaque programme, mais c'est de plus en plus vrai puisque, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une volonté de monter encore d'un cran en gamme de la part du gouvernement mauricien. Très bien. Bah, écoute, un grand merci, Robin. Une question de Christine. On vient sur Maurice en fin d'année. Est-ce qu'on peut te rencontrer sur place? Bah, avec plaisir. Vous me direz si vous êtes plutôt café ou apéro, c'est tout. Comme ça, on choisira l'heure de la rencontre. Bien Très sûr, bien, avec bien grand évidemment, vous plaisir. pouvez rencontrer Robin, que ce soit dans les locaux de Smart Traveler au nord à Grand-Bay, ou alors en organisant directement un rendez-vous avec Robin. Une question de Anita. Est-ce qu'on achète en pleine propriété, bâtiment ou terrain, ou seulement le bâtiment lors d'un achat par un Ça étranger dans les dépend. programmes? Ça dépend, mais en règle générale, en pleine propriété, quasi systématiquement. Très rarement, parfois, vous pouvez être sur des baux centenaires, généralement, mais ça dépend des lieux. Je crois que c'est le cas dans la Smart City de Beauplan, notamment, où ce sont des baux, mais à revérifier. Une question de nouveau d'Evelyne. Les assurances, alors si tu le sais, autrement on vous renverra vers notre partenaire assurance. Les assurances sont-elles fiables au niveau des remboursements? Alors, j'ai jamais eu de dégâts des eaux, donc j'espère que. Alors après, si vous êtes dans le cas où vous êtes locataire, ça c'est plutôt des problèmes qui vont résulter quand même de l'assurance du propriétaire. J'ai pas assez de recul pour répondre à cette question. Je suppose que, encore une fois, si on s'adresse aux bonnes personnes, oui, mais évidemment, je botte en touche et je renvoie plutôt vers les experts assurances Ouais. du sujet. On va vous mettre le lien pour l'assurance locale dans le chat pour prendre contact avec notre assureur ici à Maurice qui pourra vous conseiller sur le sujet. Alors, désormais, une autre question. On a un petit peu
discuter de ça, mais est-ce que tu dirais qu'il est plus intéressant d'acheter déjà construit ou un terrain à construire? Une question de Camille. Ça dépend vraiment de l'objectif, Camille. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Plus intéressant si on parle de prix, le VFA est particulièrement intéressant. La construction, c'est la construction d'une villa, ça a plein d'avantages. Alors, globalement, quand même, on est sur du très haut de gamme dans la construction de maisons. Je parle pas de la VFA, hein, on achète sur plan avec un promoteur qui impose un peu quand même une base. Si on cherche à faire construire sa propre villa, on est quand même sur un marché vraiment, vraiment haut de gamme, voire luxe. Mmh. Économiquement, c'est très intéressant. Ça a d'autres contraintes, on en a parlé tout à l'heure, mais économiquement, c'est très intéressant. Mmh. Alors, une question de Vincent maintenant. Je souhaite acheter pour y faire du Airbnb. On a eu beaucoup de questions sur l'investissement locatif avec le permis qui va avec. Est-ce une bonne idée? Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Oui, ça dépend où. Ça dépend où, ça dépend de plein d'autres critères, mais oui, oui, il y a Il y a beaucoup quelque chose à faire, hein. d'investisseurs qui gagnent très bien, beaucoup d'argent même, et qui ont des projets qui sont super rentables sur des investissements de ce type-là. Mmh. Une question d'Emmanuel, alors qui lui est déjà sur place, qui connaît bien Smart Traveler. Pour faire de la location courte durée, faut-il absolument avoir une autorisation? Alors, pas à ma connaissance, Al- Alors, je crois que ça mais dépend des lieux. Mmh. Il y a des résidences qui n'autorisent pas déjà la location. Tu me dis hein, si j'ai tort, Robin. Certaines l'autorisent, ah oui, mais il faut avoir une tu peux- licence touristique, je crois, hein, pour le faire. c'est une très bonne question. Je vais creuser le sujet, Emmanuel. Ouais. Euh, Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir dans les résidences, il y a des règlements de copropriété, des règlements de lotissement mm, qui peuvent régir des choses là-dessus. Mais le sens de l'action, je pense, c'est est-ce qu'il y a une autorisation plus globale à avoir. mm. Je vais me renseigner. Emmanuel, on creuse le sujet et on revient avec une réponse dessus dans la FAQ qui va suivre ce webinaire. Merci beaucoup pour ta question. Alors, une question de Juliette. Est-ce que c'est possible de faire une maison d'hôte à Maurice? Acheter ou construire? Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Robin? Alors, j'ai déjà eu des sujets abordés là-dessus. J'ai jamais creusé le sujet profondément. À mon avis, c'est sûrement, il y a sûrement des choses à faire. Il y a un programme dont j'ai pas parlé aussi, mais c'est différent un petit peu de la question de Juliette. Il existe les IHS, mais je me demande s'ils n'ont pas été remplacés aussi, qui est l'investissement dans des complexes hôteliers. J'en ai pas parlé parce que c'est encore très spécifique, qui permet d'acheter ou un complexe hôtelier ou une suite dans un hôtel, une chambre d'hôtel. Hmm. Euh, je pense qu'économiquement, c'est très intéressant. J'y ai été peu confronté parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en règle générale, derrière l'investissement, même purement locatif ici, j'ai eu des clients jusqu'à présent qui avaient souvent un projet profond autre, qui fait qu'ils ne sont pas orientés vers ça. Euh, mais oui, je vois pas de frein particulier pour le faire. Hmm. En fait, de ce que moi, on a eu quelques demandes hein, comme ça aussi, qui avaient plutôt trait à la partie permis visa. Ce que je comprends, c'est qu'effectivement, c'est pas en soi impossible. Je pense que c'est une grosse machinerie en fait pour monter ça. Pourquoi? Parce qu'il faut une licence hôtelière pour pouvoir le faire, qui est pas forcément évidente. Ou alors il faut racheter un fonds de commerce qui est déjà existant. Ça coûte très cher. On est sur un minimum de 1-2 millions d'euros minimum là-dessus. Donc créer une maison d'hôte de toutes pièces sur un terrain à construire ouvert aux étrangers, très complexe. Il y aura plutôt Oui, tendance à racheter quelque chose. Et là aussi, il faut avoir les moyens et surtout s'assurer voilà, qu'on rentre bien dans les cases pour tout ce qui a trait aux licences d'exploitation du lieu. Voilà. Une autre question de Jean-Pierre. Si permis de résidence, peut-on louer, donc je comprends sous-louer, une partie du temps son logement? alors, si permis de résidence, si je comprends bien la question, c'est si dans le cadre d'un achat qui déclenche un permis de résidence, est-ce que le bien Mmh. qui a permis d'obtenir le permis de résidence peut être loué, bien sûr. Ouais. Ouais, oui, ça peut être loué, c'est ça, on va recreuser sur le sujet en question.
là-dessus. Oui, Ok, alors après, je est-ce vais qu'il essayer. faut demander une autorisation permettant de alors j'imagine s'il y a une démarche administrative à faire, elle ne doit pas être très compliquée, mais est-ce qu'il y en a une? C'est possible, ouais, c'est ça la question. Ouais. Alors une question de Juliette qui est beaucoup revenue, les gens étaient très intéressés d'avoir la réponse. Est-ce qu'avoir des animaux de compagnie est un frein dans la recherche de logement? Qu'est-ce que tu en penses, Robin? Oui, clairement. Là, faut Clairement. être très honnête sur ce sujet-là. C'est clairement une contrainte dans la recherche d'une location. C'est pas impossible, hein, évidemment. Mmh. Euh, c'est pas impossible. Il va falloir accepter en fait. Malheureusement, cet animal va vous amener à faire des compromis importants parce que en fait l'offre elle va être limitée et donc quand il y a un bien qui réunit un certain nombre de critères avec un propriétaire qui accepte un animal de compagnie, même si les critères sont pas tous respectés, bah, parfois il faut prendre parce que j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins des propriétaires qui Mmh. acceptent ça. Il faut savoir aussi que la loi est différente là-dessus par rapport à la France. En France, c'est interdit d'écrire dans un bail qu'on n'autorise pas la présence d'animaux de compagnie. Alors, certains propriétaires peuvent poser la question et ne pas louer si c'est le cas, mais c'est interdit. À Maurice, on a le droit d'écrire dans le bail animaux de compagnie interdit. Et si vous avez finalement un animal de compagnie, c'est une clause pour résilier le bail et vous mettre dehors. Mmh. Donc c'est Et une difficulté. c'est une difficulté. Alors, de ce que je comprends, c'est pas non plus la même chose si on a un chat ou un chien. Ça dépend aussi de quel type de maison vous voulez. Certains propriétaires sont OK avec un chat, pas avec un chien. Il y a aussi des sujets culturels qui rentrent en jeu. Ouais, Donc, c'est ça. a priori, Il y a tout le des monde a sujets trouvé, hein. culturels après. Tous ceux qu'on a accompagnés avec des animaux de compagnie ont fini par trouver. Mais voilà, c'est une réalité que c'est un petit Ouais, peu non, plus complexe. enfin voilà, c'est pas Mmh. impossible, hein. Il faut savoir dès le début de la recherche que il faudra faire des compromis probablement sur la recherche parce qu'on aura moins de choix. Mmh. Merci Robin. Une question d'Evelyne. Est-ce qu'il y a un état des lieux scrupuleux lorsqu'on arrive et que l'on part et par qui? Alors que fait l'agence en fait? Quel est le Alors, job de l'agence? Ou de toi, Robin? ouais, c'est très bonne question parce qu'effectivement, ça va dépendre beaucoup de l'agence. D'où l'intérêt de travailler avec des agences qui sont vraiment sérieuses. Alors, dans tous les cas, vous avez 15 jours après l'état des lieux pour faire part de dysfonctionnements, de manquements, etc. Je dis ça parce que malgré tout, dans les faits, c'est vrai que souvent à la sortie de l'avion, quand on vient de faire 12 heures d'avion, sans compter le train avant, le taxi derrière, etc., compter tous les couteaux, on n'en a pas toujours envie. Euh, donc, ça va dépendre un petit peu de l'agence du propriétaire, ça va dépendre de vous aussi. Est-ce que vous avez envie à quel point vous avez envie de contrôler l'état des lieux. Les agences avec qui on travaille, elles vont faire un état des lieux vraiment sérieux. Ça fait partie des choses primordiales et importantes. Elles vont faire un inventaire aussi sérieux. Euh, Moi, par contre, c'est là où s'arrête aussi mon accompagnement. C'est exactement à ce moment-là, puisque je vous accueille sur place. Je reste pas forcément pour l'état des lieux, puisque là, c'est très simple, hein, vous regardez, comme je dis, hein, vous comptez les couteaux. Bon, j'attends toujours que vous fassiez un tour de l'appart ou de la maison, simplement, histoire de m'assurer que vous ne me dites pas, ça, pas du tout, et m'assurer que vous allez me dire, au contraire, c'est bon, c'est conforme aux attentes. L'agence, après, ne fait pas de la gestion locative, tu en as parlé rapidement, Alban. Alors, l'état des lieux, ça fait partie de sa responsabilité. Mais s'il y a un petit dysfonctionnement, la machine à laver tombe en panne, c'est à gérer avec le propriétaire. Mmh. Donc, vous allez être mis rapidement en relation avec votre propriétaire et ce propriétaire de le gérer. Encore une fois, après, une agence sérieuse qui fait bien son boulot, bah, l'avoir dans la boucle, c'est un vrai atout parce que elles vont quand même être plutôt de bonne composition en général pour filer un coup de main. Si le propriétaire veut rien entendre pour la machine à laver, en règle générale, ils vont être OK pour passer un coup de fil. Mais leur, euh, leur mission s'arrête à la location. Mmh. Une question de Baptiste. Est-ce que tu nous conseilles de louer des non meublés ou plutôt meublés? Alors, de toute façon, l'offre va être limitée sur du non meublé. Quasiment toute l'offre, elle est meublée.
puisque les propriétaires savent qu'ils vont louer à des expatriés. Et donc, en général, la majorité des expats n'arrivent pas avec leur conteneur. Donc, finalement, louer non meublé va même peut-être être une contrainte supplémentaire aux critères de recherche que de chercher du meublé, sans compter la contrainte du conteneur. Après, ça, il peut y avoir d'autres raisons d'amener un conteneur, mais c'est une contrainte quand même d'amener un conteneur. Donc, plutôt meublé. D'accord. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi dessus sur ce sujet-là. Une question de Baptiste encore, si tu as la réponse, pardon, si tu as la réponse, Robin. Si on a un permis self-employed, est-il possible d'acheter un bien sans forcément passer par les projets niches investisseurs Visa? Donc, tu as l'information? Oui, il y a deux choses en fait. Il y a le visa, le permis de résidence et il y a l'achat immobilier. Donc que tu sois en self-employed, c'est juste qu'effectivement, ça veut dire que tu ne vas pas chercher un permis de résidence dans ton achat. Donc si tu achètes un bien en dessous des 375 000 dollars, tu n'auras pas le permis de résidence, mais tu en as déjà un. Ce qui n'empêche pas qu'en tant qu'étranger, tu vas devoir investir dans les programmes réservés aux étrangers. Très bien. Merci, Est-ce qu'il y a Robin. quelque chose à ajouter, Alban? Non, mais en fait, c'est exactement ça. Enfin, c'est exactement ce que tu as dit. Donc, je vais pas, je vais pas rebondir dessus. Effectivement, si vous avez déjà un permis, c'est pas la peine d'aller chercher un permis investisseur sur de l'investissement, sauf si vous voulez avoir un permis de 20 ans en plus, qui ne s'arrête plus qu'il y a votre investissement immobilier. Mais vous pouvez tout à fait acheter en dehors, Oui, dans et puis il des n'est pas programmes. conditionné. Du coup, Il est pas le permis de résidence n'est plus conditionné à un chiffre d'affaires, machin. Bon, après, sur le self-employed, Mmh. tu connais mieux le sujet que moi, mais c'est pas très, très restrictif, C'est quoi. pas très élevé. Exactement. Mm. Si vous avez plus de questions dessus, Baptiste, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, avec l'équipe ou avec Robin, enfin avec l'équipe Smart Traveler ici ou directement avec Robin pour avoir plus d'informations. Alors, une question de David. Est-ce que tu as en tête les délais de dénonciation du bail dans une location? Alors, le délai de préavis est de 3 mois. Dénoncer un bail, c'est autre chose. Puisque dénoncer un bail, mais c'est sûrement ça la question, je pense, hein. Le délai de préavis, il est de 3 mois, mais c'est un bail d'1 an, le long terme. La location long terme, c'est un bail d'1 an, renouvelable. Donc, à chaque année, on repart pour 1 an. Donc, le préavis de 3 mois avant la date d'anniversaire du bail. Commencez une location au 1er janvier 2025. Si vous voulez partir du bien au 1er janvier 2026, il va falloir 3 mois avant, au minimum 3 mois avant, envoyer un courrier recommandé avec, en informant maître fin au bail. Très bien, un grand merci. Alors, pas mal de questions sur la question des frais de copropriété. Une question d'Anita. Est-ce que tu as en tête, dans les parcs réservés aux investisseurs étrangers, à combien s'élèvent les frais de copropriété? Une fourchette. Oh, c'est une fourchette, ça va être un peu un râteau, désolé, mais parce que ça dépend vraiment beaucoup du programme. Si on est sur un petit programme de 6 appartements, avec un petit truc de sécurité, mais en fait où il n'y a pas grand-chose, les frais de copro, ils seront très faibles. Dans des très grosses résidences avec beaucoup de services, ils vont être importants. Dans les golfs, etc., ça va être élevé. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça peut monter jusqu'à 500-600 euros. Je pense que rarement plus. Et ça peut être beaucoup moins. C'est difficile de donner une réponse plus précise que ça, malheureusement. Bon, bah, écoutez, un grand merci. Il y a encore beaucoup de questions qui tombent. Malheureusement, ça fait déjà un webinaire de 1h37. Je ne vous oublie pas, je vous rappelle que vous avez un appel gratuit avec l'équipe Smart Traveler à la fin de chaque webinaire. C'est le moment ou jamais. Vous me voyez en photo accompagnée d'Anaïs et Johanna, qui sont celles qui répondront le plus généralement au téléphone. Bien évidemment, en prenant un appel avec nous, vous avez aussi accès à prendre un appel avec Robin. Donc, n'hésitez pas à réserver dès maintenant votre appel. Là aussi, c'est un QR code que vous voyez. Donc, je vous invite à le scanner tout de suite, à réserver votre appel au prochain créneau disponible pour qu'on puisse parler de votre projet.
Bien évidemment, s'il n'y a pas de créneau qui vous correspond, vous n'hésitez pas à nous envoyer un email, soit sur l'email du webinaire que vous avez reçu, soit sur celui que vous allez recevoir après ce webinaire pour nous demander un créneau particulier ou toute autre question qui n'aurait pas été répondue dans ce webinaire et dans la FAQ qui va suivre. Voilà, donc je vous laisse encore quelques secondes pour pouvoir scanner cette prise d'appel. Bien évidemment, je vous remercie à tous de votre présence. Vous étiez extrêmement nombreux à participer à ce webinaire. Bien évidemment, on vous remercie. On vous remet en lien là tout de suite les liens pour prendre rendez-vous avec nous pour ceux qui préfèrent un site internet au QR code. Merci Robin de ton temps, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Je vous rappelle que Robin est notre expert, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui. On va vous remettre une dernière fois son lien pour prendre rendez-vous avec lui. Et puis, je vous retrouve très vite au téléphone, à l'île Maurice ou au soleil. Et Robin, est-ce que toi, tu as une dernière chose que tu veux dire à nos auditeurs? On voyait l'équipe avec Anaïs et Johanna, donc ça me faisait penser à une chose. On a des possibilités de package qui sont proposées par Smart Traveler, dans lequel est intégré les offres immobilières que je propose et qui permet vraiment de faciliter l'expatriation sur tous les sujets. Hein. Donc, c'est un petit clin d'œil à Charlotte notamment qui s'occupe de l'installation sur place. Mais si vraiment vous voulez une arrivée hyper confortable. Vous avez vraiment la possibilité avec Smart Traveler d'avoir et votre visa et un accompagnement à l'arrivée, un accompagnement immobilier. Donc là-dessus, Alban, Anaïs ou Johanna sauront vous en dire plus. On avait presque oublié de le Merci. préciser. Pardon. Effectivement, merci Robin d'avoir précisé ça. C'est qu'on a des packs clés en main. Donc vraiment, de votre recherche de visa à votre logement, à votre arrivée, comme l'a dit Robin, avec notre collègue Charlotte, donc qui va s'occuper de vous trouver votre carte SIM, votre voiture à louer, votre taxi, changer vos contrats d'eau et d'électricité. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Un grand merci à tous et nous vous retrouvons très bientôt à l'île Maurice. À très bientôt.